pas. En fait, il s'avère que s'il y a moins de bruit dans la salle, vous allez hyper bien entendre les cours. Déjà, c'était à plusieurs rencontres. En général, ça tient 40 minutes, mais c'est aussi un problème de son humain. 45 ans. Perturbe. Des interférences. Donc il faut que vous soyez sage. Voilà. Sinon, on ne parlera pas. Voilà, donc je m'appelle Françoise Vernet, cantissoise de chœur, et je suis ravie d'animer cet échange parce qu'en tant que fille d'exploitant agricole, de chef d'exploitation, qui est un terme que je n'aime pas du tout, mon père était agriculteur dans le Gers, c'est un sujet qui me passionne particulièrement, mais on n'est pas venu pour parler de moi. Donc à mes côtés, Jean Arambat, qui est né dans les Landes, qui est dessinateur et auteur de bande dessinée. Sa dernière BD s'intitule « J'ai toujours rêvé d'être un fermier », qui a été publié chez Dargaud il n'y a pas très longtemps, je crois que tu m'as dit vers le 10 avril. Voilà. Donc ça se déroule dans les paysages ruraux du sud-ouest où on voit se restaurer une bâtisse, et un homme se relever, un récit autobiographique, un témoignage personnel. Et à ses côtés, Vincent Ravalec, que plein d'entre vous connaissent ici, écrivain, réalisateur, scénariste, éditeur, producteur. Il a aussi des liens étroits avec les langues depuis plusieurs dizaines d'années. Tu as participé avec Hugo Clément et Dominique Mermoz à la BD Le paradoxe de l'abondance, paru aussi chez Dargaud. À la fois une investigation dans les coulisses de l'agro-industrie, une mise en perspective historique et un carnet de solutions. Ma première question, Vincent, tu m'as dit être scénariste. Moi, je ne suis pas du tout en univers de la BD, je travaille certes pour les éditions Actes Sud, mais surtout dans le domaine des essais. Et donc, que signifie être scénariste et comment on collabore avec un personnage comme Hugo Clément et Dominique Mermoz, comment on se répartit les rôles et qui fait quoi. Et merci d'être là. Eh bien, merci de m'avoir invité. Donc, pour ce qui est de cette bande dessinée, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je me suis retrouvé éditeur chez Fayard. Et chez Fayard, en fait, on voulait créer une collection de romans graphiques. Donc à l'époque, Fayard avait un ADN assez fort d'histoire, de mise en perspective sociétale. Et donc Isabelle Serporta, qui dirigeait Fayard à l'époque, connaissait Hugo Clément, avait déjà des projets de livres avec lui. Et donc je me suis rapproché d'Hugo Clément pour voir s'il était possible, en fait, à partir des reportages qu'il faisait, extrêmement lié à l'environnement, à l'agriculture et tout ça, donc de faire un livre. Et Dominique Mermoz, en fait, j'avais fait moi une BD avec lui il y a très longtemps. Alors, en fait, c'est un peu la croix à venir de faire une BD, parce que je pense pas que tu me contrediras, mais c'est très très long et très coûteux en temps et en énergie de dessiner un album. Donc en fait, les dessinateurs sont souvent pris pendant un an et demi, et c'est assez coûteux en fait de trouver un dessinateur. En fait, j'ai appelé Dominique Mermoz, coup de chance, il venait de finir un album chez Ruxel, et on a tout embrayé. Donc on a fait un album chez Fayard, et un deuxième chez Dargaud, et un troisième qu'on est en train de faire. Et quant au rôle du scénariste, c'est assez variable. Là, il se trouve que donc, Hugo amène une matière première qui sont tous ces reportages, l'investissement qu'il a dans l'écologie, l'environnement. Et donc, moi, mon travail, ça a été à la fois de mettre en forme ces reportages et puis de proposer, là, dans le... quand on a commencé à penser aux albums, en fait, le côté aussi historique et mise en perspective historique était aussi important. Donc, en échangeant avec lui et aussi avec Dominique, en fait, on a fait cet album qui, à la fois, montre des sujets précis, des problèmes environnementaux, donc je pense qu'on va revenir là-dessus, et du fonctionnement de l'agriculture, et aussi, justement, une mise en perspective historique, voire un petit peu, en gros, un peu comme dans les comics, qui démarrent comment en est-on arrivé là. Voilà, c'était un peu le but du livre. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'Isabelle Serporta a écrit un très chouette livre sur l'agriculture qui s'appelle Le livre noir de l'agriculture. Ah ben oui, en fait, je crois que c'est comme ça qu'elle connaît Hugo depuis très longtemps, oui, parce qu'ils étaient dans les mêmes sphères, exact, tout à fait, oui. Et quand tu disais à l'époque Fayard, on ne va pas épiloguer sur Fayard, Grasset et le reste. Mais... disons, il y a, pour ceux qui suivent les méandres de l'édition, effectivement, ces dernières années, en fait, c'est un secteur, moi que je connais maintenant, je commence à le lire depuis presque 40 ans, qui s'est énormément industrialisé, donc il y a des regroupements des éditeurs qui étaient au départ indépendants, en fait, maintenant, c'est beaucoup plus des groupes, et donc ces groupes appartiennent à différentes personnes, et donc ça génère évidemment des fluctuations avec tout ce qu'on peut constater, qu'on peut lire dans la presse. Oui. Merci. Jean, de ton côté, tu dessines et tu écris les textes. Est-ce que tu peux nous décrire en fait ton process de création, ton travail artistique autour des couleurs et des textes
des rituels. Moi j'ai adoré, enfin voilà, pour ceux qui l'ont déjà acheté, j'ai une amie qui parle d'estampes japonaises, puisqu'elle a animé avec toi il n'y a pas très longtemps, mais il y a beaucoup de sensibilité, et donc j'aimerais bien que tu nous parles de ton travail artistique. Merci François, et merci de m'avoir invité. Chaque livre est un processus un peu différent pour moi. Je suis un dessinateur, mais c'est pas ma formation. J'ai fait d'autres études, j'ai étudié plutôt les livres, mais j'ai toujours dessiné. J'étais fils d'agriculteur comme vous, et mon frère aîné dessinait, mais moi j'étais le petit dernier qui dessinait pas mal. Donc ça m'a accompagné très longtemps, et quand j'ai commencé à écrire et à dessiner, soutenu en cela par le journal Sud-Ouest et son rédacteur en chef Yves Arté, j'ai pu comme ça me former un peu sur le tas, mais chaque livre accouche un peu dans la douleur. J'ai fait des livres assez différents. Avant celui-là, j'avais fait des comédies anglaises, mais qui traitaient aussi de choses pas si éloignées que ça, finalement. Et pour celui-ci, mon éditrice, chez Dargaud, avait créé une collection de non-fiction qui s'appelle Charivari, qu'elle a inaugurée depuis quelques mois. Et au sein de cette collection, comme on est peu nombreux à venir du monde agricole, elle m'avait demandé de travailler sur ce sujet. Et bon, on en parlera sans doute, mais c'est un sujet très délicat, l'agriculture. Parler, donner des leçons, tout ça, c'est assez difficile. Donc je ne voyais pas très bien quel angle je pouvais prendre, moi qui ne suis pas agriculteur, dans la mesure où je n'ai pas un documentaire appuyé sur des tas d'informations comme ça. En revanche, je pouvais parler d'un quotidien, le quotidien de la vie à la campagne, de la vie rurale, telle qu'elle persiste, telle qu'elle subsiste. Et puis un ami qui est voisin aussi, qui est écrivain, Jean-Pierre Roll, qui relit mes textes. Yves Arté m'avait convaincu de faire quelque chose sur le passage des saisons, et Jean-Pierre Roll, qui habite Onès, enfin qui vient d'Onès, me disait « Non, mais les gens, ils aiment les histoires de maison ». Donc j'ai décidé, pour incarner cette vie-là, de raconter au cours des saisons la rénovation d'une vieille maison, et de parler de façon oblique de la vie agricole, voilà, un petit peu par des digressions. Et le dessin aussi, c'est un processus. Donc, mon éditrice m'avait encouragé à le faire de façon incarnée, à la première personne, avec autant de pudeur que possible, j'espère. Et pour le dessin, c'est aussi un labeur différent à chaque fois. Et alors, j'aurais voulu faire ce qu'on appelle de la couleur directe, c'est-à-dire faire des dessins, des aquarelles et bien du crayon, faisant directement la couleur des pages, et j'y suis pas parvenu, j'ai beaucoup hésité. Donc finalement, avec l'aide de ma coloriste habituelle, on a mis en place un processus avec des couleurs informatiques, mais pour retrouver un peu la teinte des estampes, et notamment les estampes japonaises. Il y a un fameux dessinateur français, enfin fameux, en son temps, Henri Rivière, qui s'était beaucoup penché sur les estampes japonaises dans les années 30. Et à la même période, l'estampe japonaise aussi évolue, ce qu'on appelle la nouvelle estampe dans les années 30. Ce sont des Japonais qui ont emmagasiné le travail des impressionnistes et qui font une estampe aussi très remarquable, très, très charmante au Japon dans les années 30. Et je me suis appuyé sur toutes ces traditions-là pour arriver à faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ouais, c'est pas mal quand même. C'est pas un galop d'essai, il y en avait quelques-unes avant. Enfin, moi j'en ai pris quelques-unes à la médiathèque pour découvrir le travail de Jean Rawat, il y en a quand même d'autres. Donc on est surtout là quand même pour parler d'agriculture. Et je propose, Vincent, puisque tu as fait tout un travail, on a beaucoup parlé des agriculteurs en général, de novembre à février, c'est le moment où on parle beaucoup d'eux puisqu'ils ont du temps et ils sont sur les ronds-points. Peut-être serait intéressant que tu nous partages tout ce travail que tu as pu faire sur l'histoire de l'agriculture pour arriver finalement au constat aujourd'hui de l'état actuel de l'agriculture française, mais bon, on va dire plus largement. Alors, disons, moi j'aurais déjà précisé que j'ai aucun rapport avec l'agriculture, je suis né en banlieue parisienne et donc j'ai un rapport assez lointain, mais par un concours de circonstances, en fait, j'ai fait une série, d'ailleurs à l'initiative d'Isabelle Saporta, une série, alors là pour Romanex, qui s'appelle Sainte-Croix-les-Vaches, où j'avais fait pas mal d'enquêtes dans les causes. Et donc après est arrivé le projet avec Hugo, donc c'est un milieu que je découvre de l'extérieur. Et c'est vrai que c'est assez complexe en fait, hein, parce que quand on se penche, l'histoire de l'agriculture est directement liée en fait à notre civilisation. C'est à partir du moment où on s'est sédentarisé, on a commencé à élever des bêtes, à cultiver des champs,
qui a eu vraiment le développement de notre civilisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc qui date entre 12 000 et 8 000 ans. Et c'est d'ailleurs assez mystérieux puisque il y a eu des choses qui ont germé un peu partout, il y a eu des civilisations différentes à différentes époques, mais toujours liées à cette agriculture. Et on voit qu'on a complètement modifié, en fait, plus que l'écosystème, mais vraiment notre planète. Par exemple, tout le bassin méditerranéen, j'ai appris ça, en fait, c'est relativement désertifié parce on a commencé à brûler, en fait, tout ce qui était forêt pour avoir des terres agraires, et ainsi de suite. Et en fait, il y a eu vraiment la très grosse bascule, et ça, quand j'avais fait mes repérages là, dans les causes, des agriculteurs me l'avaient dit, la grosse bascule, c'était l'industrialisation et la mécanisation, notamment l'arrivée du tracteur, par exemple, qui a été une révolution, une révolution absolument énorme en campagne. Les gens que j'ai interviewés, ils avaient des bœufs, donc ils étaient extrêmement fiers, les gens venaient acheter leurs bœufs. En 10 ans, tout s'est effondré, le tracteur a tout remplacé. Et aujourd'hui, les paramètres, alors Hugo, dans ses reportages, évidemment, pointe des choses qui sont absolument aberrantes. Quand on regarde les choses, en fait, dans leur ensemble, la complexité, quand même, saute aux yeux, quoi. Je me suis aperçu de choses que j'avais jamais réalisées. Quand j'étais ado, je crois qu'on était 3 milliards d'individus, aujourd'hui on est 8 milliards. Donc tout ça, c'est des équations en fait très difficiles, très complexes, parce qu'il faut nourrir tous ces gens, c'est-à-dire utiliser des produits chimiques, tout ça, c'est un espèce de truc très compliqué. Donc on a essayé de rendre compte à la fois de cette complexité, en pointant à la fois les aberrations et en essayant de proposer des solutions. Mais honnêtement, c'est pas si simple. Enfin, je veux dire, ça n'a rien d'évident. Moi, j'admire les gens qui ont des solutions comme ça clés en main, mais je pense que c'est pas facile. Quoi. On ira sur les solutions à un moment donné, parce qu'il y en a quand même qui sont données à la fin. Le paradoxe de l'abondance, c'est pas que d'écrire l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui. Peut-être qu'on peut quand même préciser que le tracteur, c'est le pendant du plan Marshall et de l'après-guerre. Oui, absolument. Ouais. L'agriculteur que j'avais, l'éleveur plutôt que j'avais interviewé pour ça pour les bases, donc pas pour le paradoxe, s'il en parlait de manière très émouvante. À l'époque, il y a eu, par exemple, il parlait occitan et on leur tapait sur les doigts pour qu'on ne parle plus occitan. Enfin, tout ça a participé d'une. C'est le plan Pisani en fait, dans les années 60 qui a mis ça en place avec le remembrement dont parle aussi un autre des algues, la personne qui a fait les algues vertes. Qui a fait un autre livre en effet sur le remembrement. Tout ça en fait participe aussi d'une vision du monde qui est une vision aussi industrielle avec ses avantages et ses inconvénients. Donc aujourd'hui c'est vrai que on en paye, on va en payer les conséquences. Et ce qui est dramatique, alors là j'étais vraiment un témoin naïf, puisque je ne peux pas dire que j'étais vraiment plus que ça concerné, mais en creusant les reportages d'Hugo, clairement on est en train de se suicider, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un fait. Et ce qui est assez inquiétant en fait, c'est que comme il n'y a pas d'effet vraiment à court terme, on ne s'en rend vraiment pas compte. Mais moi maintenant je suis grand-père, c'est vrai que quand je pense au futur de mes petites filles, c'est vraiment flippant. Enfin, je veux dire, l'eau, les sols, la terre, l'air, enfin, je veux dire, le degré de pollution et de toxicité, il est tout à fait réel. Enfin, la fonte des glaces dans les pôles. Et c'est des choses en fait qu'on connaît, enfin je pense que j'apprends rien à personne, depuis les années 70, et le rapport... 1972 en 72, et en fait tout ce qui a été énoncé dans ce rapport en fait se révèle exact, et de manière même plus catastrophique. Donc le problème c'est que on ne peut pas dire que les gens soient tellement concernés, enfin entre les guerres, le pouvoir d'achat, le truc, ça passe évidemment un peu en second rang. Et je pense que c'est important en fait le travail d'Hugo Clément, parce que en fait, en tant que citoyen, je pense qu'on n'a pas de moyen on n'a aucun moyen d'action. Je veux dire, aller à la Biocoop ou acheter, pas que ce soit suffisant. Et c'est un problème qui est politique et industriel en fait. Et la seule chose qui peut faire bouger ce système politique et industriel, c'est une pression massive de l'opinion et une pression citoyenne, mais qui pour le moment est très balbutiante. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais quand même assez d'accord. C'est juste que tous les jours, on mange quand même 3 fois par jour, qu'on est quand même 8 milliards sur la planète et que tous les jours, on fait l'acte d'acheter ce qu'on va consommer. Et donc, par cet acte-là, on choisit en fait finalement soit du circuit court et d'aller acheter à Rural, à Saint-Julien-en-Borne, ou par une AMAP, une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, ou d'aller acheter chez Carrefour. Donc,
on a ce choix-là. Après, c'est Mais pas toujours simple. c'est ce qu'on dit dans Bien sûr. le. C'est ce que ça incite à faire. Le problème, c'est que ce choix est relativement peu partagé. Moi, personnellement, je suis végétarien depuis 35 ans. Je circule en vélo et je sais que 2 repas par jour, coup de bol, j'étais vraiment dans les clous pour faire vivre la vidéo. En tout cas, si vous n'avez pas vu le film Violence dans les champs, qui a été inspiré du livre Silence dans les champs de Nicolas Legendre, qui est passé sur Arte, je crois que c'était il y a 10 jours, en fait, le dimanche dernier, il décrit extrêmement bien ce que tu dis, à savoir le système dans lequel on est, et à la fois la conscience qu'on a que ce système il est vraiment en bout de course, et à la fois la difficulté qu'on a de s'en sortir. Notamment, il y a Philippe Grégoire du Salut Social Agricole National qui, tous les jours, on a à peu près 2 suicides par jour en France dans le milieu paysan. C'est le secteur, on va dire, d'activité qui est un des plus touchés. Et donc, on est à la fois conscient de ses limites et à la fois, on a du mal à s'en sortir, aussi, probablement lié aux politiques publiques qui ne viennent pas à la hauteur de l'enjeu. Jean, on va aller dans un autre coin des Landes, donc pas loin de Mont-de-Marsan. C'est pas exactement. Là où j'habite ? Oui. Dans l'Armagnac. Pas loin du Gers finalement. Oui. Voilà. Il y a quelques années, tu fais le choix d'un retour à la terre. Pourquoi ce choix? Et surtout, moi, ce qui m'intéressait pour avoir vécu il n'y a pas très longtemps, comment est-ce qu'un fils du pays, parti faire ses études, s'éduquer, etc., revient finalement sur son territoire? Comment ça se passe? Comment on est accepté? Ça se passe très facilement. Je ne suis jamais parti très longtemps d'abord. Et puis je ne me suis jamais éloigné de la vie rurale. Non, il se trouve qu'il y a des accidents de vie. Donc en l'occurrence, j'étais en mission humanitaire en Afrique. Et puis un virus tropical m'a mis à terre et ça a forcé un peu mon retour. Et c'est à ce titre-là que les rencontres ont été importantes. Et puis je me suis, pour me retaper, j'avais perdu beaucoup de poids. Mon frère aîné, qui est agriculteur, m'a fait un contrat de salarié agricole le temps que je me retape. Et puis j'ai commencé à dessiner davantage et écrire sur le plan professionnel. Et c'est vrai que bon, c'est un métier passionnant aussi, l'agriculture, malgré toutes ces menaces. Donc c'est un métier que j'avais envisagé à plusieurs reprises, et même encore récemment, m'associer avec mon frère aîné. Donc finalement, non, ça s'est pas fait. D'où le titre. D'où le titre, oui, c'est un titre, c'est un mot qui renvoie un peu à l'enfance, mais c'est la première phrase du livre. Je ne suis pas fermier, je n'ai aucune activité économique liée à ça, si ce n'est un peu d'agriculture de subsistance. Mais pour revenir à la question précédente, il y a un philosophe allemand que j'aime bien, Armand Rosa, il dit la modernité, c'est des sociétés qui, pour maintenir une forme de stabilisation, ont besoin d'un dynamisme permanent. Donc pour maintenir le statu quo économique et social, celui des institutions aussi, il y a besoin d'une accélération permanente, d'une innovation permanente, d'une croissance permanente, un peu comme quand on fait du vélo. Si on s'arrête, on tombe. C'est pour ça que c'est si difficile d'agir, je crois. C'est que le fonctionnement même de nos sociétés nous empêche cette urgence politique de s'imposer. Ensuite, peut-être aussi qu'il y a un vide éthique qui est noyé par la consommation. En fait, c'est aussi parce qu'on a du mal à définir ce qu'on veut faire de nos vies, qu'on a autant de mal à faire des choix politiques qui domineraient le monde économique. Moi, pour m'inscrire un peu dans la conversation, il y a une tradition américaine qui m'a intéressé, française aussi, qui s'appelle l'agrarisme, qui consiste à remettre le paysan, l'agriculture, au centre de l'activité humaine, ce qui évidemment, ils ont cessé de s'en éloigner. Maintenant, c'est moins de 3% d'agriculteurs, peut-être 1% en France. Or, selon cette tradition que j'aime bien, moi, elle a été ballottée par différents courants idéologiques en France. Aux États-Unis, c'est un peu plus lisible. Ça serait peut-être la littérature de Steinbeck, des choses comme ça. Et quelqu'un qui s'appelle Wendell Berry, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un des rares fondateurs de l'écologie à être lui-même agriculteur. Ce Wendell Berry qui a peut-être 95 ans maintenant. C'est une figure de l'écologie américaine, un peu comme Rachel Carson. Pour vous dire, je ne sais pas, Robert Redford, je crois, a produit un documentaire sur lui. Et lui, en étant agriculteur, il a un langage sur la vie rurale dans lequel je me suis retrouvé, moi. Qui est
qui n'est pas celui de l'écologie politique aujourd'hui. Il a une façon de parler de son pays, du nécessaire amour qu'on doit avoir pour son pays, pour le protéger, du bon voisinage, par exemple. Aucun écologiste que je connais politique parle du bon voisinage. Lui, il dit, voilà, non, si on veut avoir des bonnes relations dans le lieu qu'on habite, respecter l'habitat, respecter le lieu, il faut aussi respecter ses voisins, respecter une forme d'entraide. Il parle de la famille aussi, enfin des tas de choses qui ne sont pas du tout à la mode, mais qui, moi, résonnent en moi. Il dit, on a besoin d'aimer ce territoire-là pour le défendre, pour le sauver. C'est un exercice de conviction quotidien, donc j'irai aussi dans votre sens. Lui, il est très exigeant et très discipliné dans cet exercice-là. Moi, j'en suis loin, en utilisant mes tronçonneuses et machin, mais en tout cas, il y a aussi cette démarche individuelle qui propose, à un moment où pour lui, ça a été si difficile de mobiliser collectivement aussi l'agriculture américaine. Ça serait un peu l'équivalent d'une sorte de Giono moderne aussi. Il y a quelque chose de Giono chez lui. Et ça, cette alliance de l'écologie avec une forme d'agriculture et une forme de tradition, moi, me parle beaucoup. Et ce que je déplore et ce que je regrette, c'est évidemment l'éloignement de communautés paysannes agricoles avec la préoccupation écologique qui est évidemment qui fait de notre habitat un champ de ruines. Oui. Et comment réconcilier ces deux, avant qu'il soit trop tard, ces deux possibilités humaines, c'est une question pour laquelle je n'ai pas de solution. Mais en tout cas, ce que j'essaie de donner à voir dans mon album, là, c'est que quelque chose survit un petit peu de ça quand même. Qu'à la campagne, son voisin, son grand-père, son père viennent vous aider, qu'il y a des pratiques, des gestes aussi qui sont, comme disent les ingénieurs d'aujourd'hui, du low-tech, c'est-à-dire on n'utilise pas des technologies très difficiles, mais on n'a pas une empreinte énergétique, on n'est pas énergivore en tapant avec un marteau. Et qu'il y a une façon de vivre comme ça qui est aussi une bonne vie, qui nourrit pas seulement au service de l'écologie, c'est pas seulement ça, mais qui nourrit la relation humaine, qui nourrit le corps, qui nourrit la contemplation. Bon, je le dis peut-être de façon avec des mots comme ça un peu, mais c'est une expérience de la ruralité très, très concrète. Cette débrouille-là et cette entraide-là, elle est toujours vivante et je pense qu'elle peut être associée à des préoccupations qui sont les vôtres et les nôtres. Ce matin, j'ai animé avec Eric, qui a écrit un livre qui s'appelle Selfie Paysan, je ne sais pas s'il est par là, comme je n'ai pas mes mails, je vois pas bien. Et pardon. Oui, elle est sur mes deux, mais je ne peux pas lire et voir en fait, donc je fais le choix, je les vois à peu près. Rico, ça va à peu près, mais au-delà, je ne vois plus. Voilà. Et ce matin, c'était intéressant, donc c'est quelqu'un qui était dans le cinéma à New York et qui s'installe en vallée de la Roya, derrière Nice, qui achète des terres avec des oliviers pour devenir oléiculteur. Et comme il a un peu d'argent, finalement, le Crédit Agricole lui prête beaucoup d'argent et puis il s'endette. Et puis finalement, il est tellement endetté. Et puis finalement, en 10 ans, après redressement, etc., il est obligé, son exploitation est saisie. Quoi qu'il en soit, dans ce qu'il dit, il parle de plusieurs chocs qu'il vit. Et son premier choc en devenant donc oléiculteur, c'est un choc pétrolier. Et je rebondis sur ce que tu dis en disant, en fait, je m'aperçois que l'activité que je vais avoir, elle est totalement dépendante du pétrole. Il faut que j'ai tout le temps du gazole parce que mes outils, mes déplacements, parce que je suis isolée, etc., etc. Et donc, je voulais en revenir à toi, Vincent, sur, parce que c'est très bien décrit dans la BD, sur les béquilles finalement sur lesquelles repose notre agriculture aujourd'hui, agriculture majoritaire, en tout cas dans nos pays occidentaux, peut-être y revenir, la PAC, politique agricole commune, tous les engrais, si tu veux bien nous refaire un petit panorama. Alors, il faudrait que je m'en souvienne. Je vais t'aider au fur et à mesure, mais je veux que tu commences. De manière globale, en vrai, je ne me rappelle pas exactement dans le détail. On parle de génétique, robotique en général. Non, mais en fait, l'agriculture a suivi notre évolution à la fois scientifique, industrielle et aussi d'organisation du travail. Donc ça s'est tout simplement industrialisé. Alors, je ne suis pas vraiment un exégète de tout ce qui est ONG et tout ça, donc c'est des informations pour lesquelles je me suis documenté. Mais ce qui est certain, là je peux donner une anecdote personnelle, parce que juste avant de faire ça, comme je fais aussi des films en réalité virtuelle, j'ai fait des films pour les apprentis agricoles. Et donc je suis allé dans des exploitations agricoles, là pour de bon, non pas qu'en bande dessinée.
putain, là, c'est carrément flippant parce qu'ils ont des petites maisons avec plein de têtes de mort dessus. Et en fait, c'est là où il y a tous les produits chimiques. Ouais, et donc nous-mêmes, on n'avait pas le droit d'y rentrer. Et en fait, apparemment, c'est quand même assez chaud, quoi. C'est-à-dire qu'ils épandent des trucs, et il y en a, il y a une tête de mort, il y en a 3 têtes de mort. Enfin, il n'y a pas qu'un produit, en fait. Je veux dire, c'est vraiment des murs de produits. Donc rien que ça, effectivement, déjà, ça fait un peu froid dans le dos. Bon, à côté de ça, peut-être que c'est grâce à ça qu'on a toutes ces belles tomates pas mûres et rouges dans les supermarchés qu'on les mange. Je veux dire, c'est aujourd'hui. Donc, au risque de me répéter, je pense que malheureusement, on est tous dans cet écosystème et que, comme tu le disais, il faudrait réussir à trouver des leviers pour essayer de réguler ce truc-là. Parce qu'en même temps, l'humain est extrêmement résilient. Hein. Moi, j'étais en Chine il y a quoi, 15-20 ans, et je me rappelle, j'avais traversé la Chine en train, j'ai vu des fumées noires partout, et là aujourd'hui, j'ai lu il n'y a pas longtemps que la Chine était au top 10 des, je veux dire, des producteurs d'énergie verte et tout ça. Donc, c'est bien que c'est possible. Enfin, je pense que s'il y a vraiment un gros sursaut, les choses ne sont peut-être pas jouées complètement. Alors, je ne sais pas s'il faut nous souhaiter un modèle politique à la chinoise. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Non, je sais bien, c'est pour ça que je te taquine. Mais c'est vrai que quand ils décident d'y aller, ils y vont vraiment. Ouais. Mais que ce soit sur les villes éponges pour remettre de l'eau dans les villes, que ce soit, voilà, ils sont assez étonnants, mais voilà, est-ce que... Mais enfin, le carbone n'est pas la seule issue, évidemment, on sait très bien qu'on peut... c'est que la troisième source de la chute de la biodiversité, le carbone. Donc, les énergies vertes ne sont pas forcément vertueuses, en fait. Et donc, ce genre de direction peut être aussi une impasse, on le sait quand on enquête aussi un peu sur ces questions-là, ce qui n'est pas mon cas, mais donc c'est très difficile ces arbitrages aussi. Et puis, je suis d'accord avec vous, on est une réunion de coupables. En fait, l'industrialisation de l'agriculture, c'est l'industrialisation de nos sociétés qui ne cesse de s'accélérer. Donc, c'est ça qui parfois démobilise. Je trouve que c'est, enfin, moi en tant que citoyen, c'est ça qui parce que ça s'appelle le paradoxe de l'abondance. Et je veux dire, on est des paradoxes ambulants. Je veux dire, qui aujourd'hui ne veut pas avoir d'électricité, qui est capable d'aller ne serait-ce qu'à Dax en vélo demain pour prendre le train. Je veux dire, c'est tout un... Il ne faut plus prendre le train, mon monsieur. Ah bon? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Pour rester vivre là où on vit. Ouais, mais bon, on est dans une logique enfin, qui est assez... Enfin, plus que perplexante. Hein. Je ne sais pas si vous vous y retrouvez, mais c'est assez difficile en fait, et d'avoir un avis tranché, et de savoir exactement, comme tu disais, en fait, d'avoir une éthique de vie aujourd'hui, c'est pas si évident. Et je pense que la question est très bien posée. Ouais, quelle éthique de vie on souhaite, et même est-ce qu'on en a une, est-ce qu'on a le désir d'en avoir une, ou est-ce que c'est cette consommation à tout crin et l'industrialisation globale de notre modèle sociétal? Bon, ben, on est dedans, en même temps avec il y a aussi beaucoup d'avantages. Hein. Ouais. Oui, je pense que ça reboucle aussi sur la question de la recherche d'efficacité à tous les niveaux. Et clairement, ça impacte, tu abordes pas mal cette question, ça impacte quand même le mode de vie, puisqu'on est toujours dans cette course effrénée au temps et à l'efficacité. D'autant plus que c'est une efficacité limitée, c'est-à-dire ce qui s'est passé avec les engrais. On a cherché une efficacité pour le champ à tel moment, à telle période, et puis donc on a créé les engrais, mais évidemment c'était inefficace de façon systémique. Donc tout est comme ça en fait, on a des ingénieurs qui travaillent pour trouver une efficacité sur un point, ils la trouvent, et puis on se rend compte des dommages que ça crée par ailleurs, donc on cherche une autre efficacité pour compenser les dommages qu'on a fait avec telle innovation, et une grande partie de nos innovations sert à compenser les effets négatifs ou impensés de telle innovation. Donc il y a une sorte de course à laquelle plus personne ne comprend rien. Et dans la campagne, ce qui se passe aussi, c'est cette reconfiguration des choses que personne ne souhaite. Quand on fait la bagnole, les gens ils sont très contents de pouvoir faire 10 km, 20 km, mais comme tout le monde a une bagnole, au bout d'un moment, on ne peut plus rien faire à pied. Et les centres de village se vident, les commerces se vident, parce qu'il y a un commerce moins cher à 50 km. Et puis l'hôpital, et puis ceci. Donc finalement, la campagne, qui quand même concerne un Français sur deux, elle est oubliée. Tout d'un coup, les gilets jaunes arrivent, et puis on ne comprend pas d'où ça sort, mais c'est parce qu'on a fait une civilisation de la bagnole. C'était Bernard Charbonneau qui disait ça, on invente la voiture, on fait une civilisation, et puis aujourd'hui on invente autre chose, et quelle civilisation ça va nous procurer. Donc cette reconfiguration du quotidien,
que personne ne souhaite, personne ne souhaitait vider les villages. Cette difficulté du politique et de l'économique à contrôler ça, et peut-être qu'il n'y a pas de solution, rend la difficulté de penser tout à l'heure. En tout cas, cette efficacité limitée de certaines choses, comme c'est très difficile de le penser de façon systémique, on ne sait pas trop comment. Et aujourd'hui encore, moi je suis assez effrayé de voir comment on s'engouffre dans telle direction technologique sans penser les conséquences. J'aimerais qu'on revienne à quelque chose d'inspirant, c'est la relation humaine, puisque dans tout ça, on a aussi beaucoup d'exploitants agricoles qui sont assez seuls. Certes, ils ont 2 ou 3 techniciens agricoles qui peuvent les aider, mais finalement, sur l'exploitation, quand ils regardent le bas de page, le déficit, l'endettement, etc., c'est assez difficile et douloureux. Jean, je trouve que dans la BD, on voit que tu es assez seul, mais qu'en fait, il y a quand même des humains qui viennent t'aider, notamment, je ne sais plus ton prénom, Hugo, peut-être, non Jonas, voilà, ton copain norvégien, et cette relation, au fil des pages, je la trouve extrêmement optimiste, en fait, et de voir aussi que rien n'est promis, rien n'est donné, et pourtant, cette relation d'entraide se tisse au fur et à mesure. Merci, c'est vrai que le monde, un certain monde agricole, parce qu'effectivement, une partie des agriculteurs se sont tellement spécialisés que cette diversité des métiers et des gestes s'est perdue dans leur quotidien. Mais une activité très physique, comme ça, implique de l'entraide. Et ça, évidemment, ce qui se joue dans cette entraide, c'est une présence, c'est une solidarité, c'est de l'amitié, que ce soit avec la famille ou les voisins. Et ça, c'est quelque chose qu'ont perdu les agriculteurs en se mécanisant, pareil, sans le penser. Ils se sont dit, on va avoir un tracteur, c'est plus efficace, on n'a plus besoin de salariés agricoles ni du voisin. Et donc, non seulement ils ont la double peine, parce qu'ils ont perdu sur le plan économique, pour la plupart d'entre eux, mais ils ont aussi perdu dans le soutien d'une communauté. Donc, d'où les tragédies que vous évoquiez plus tôt. Donc, il y a cette solitude et cette difficulté économique. Et alors que, effectivement, quand il y a du monde derrière, quand on est entouré, c'est plus facile de faire le dos rond, faire preuve de robustesse. Or, moi, à toute petite échelle, sur la rénovation d'une vieille maison, quand on a un peu de temps comme moi, ce qui n'est pas là. Parce que me reproche mes frères, ils me disent, mais toi, tu fais un métier comme ça, tu peux t'arrêter de dessiner, prendre la truelle, mais c'est vrai que ça c'est quelque chose que je voulais aussi donner à voir dans la bande dessinée, c'est que ça permet de repeupler quelque chose. Quand on travaille autour de cette ferme, de ce potager, même s'il n'est pas très productif, des chevaux, il y a les gens viennent, aident, partagent une bière, et on retrouve ce qui faisait sans doute la saveur de certaines relations sociales de cette vie-là il n'y a pas si longtemps. Et évidemment, les gens, ils aiment ça, ce qu'on appelle la sociabilité primaire, le fait de se voir et de discuter, de faire des choses. De monter un mur ensemble, de boire une bière. Eh bien oui, parce que c'est pas que. Voilà, on fait quelque chose ensemble, quel que soit là. Non seulement on économise financement, sur le plan financier, on dépense moins d'argent à bricoler ensemble, mais en plus il se passe quelque chose ensemble et la vie, on nourrit sa vie avec ça. Vincent, on va attaquer les solutions. Parce que quand même. Oui, alors, comment on sort du paradoxe de l'abondance? Alors, on insiste beaucoup dans le livre, effectivement, sur ce que tu disais, le fait que chaque geste compte et que chaque micro-geste, en fait, additionné, évidemment, peut avoir un impact. Et notamment, effectivement, la manière dont on s'alimente, sur le fait de privilégier les circuits courts, le bio, parce que ce bio qui est assez critiqué par certaines personnes, parce que c'est un peu un truc de bobo parisien pour certains, en fait, pas tant que ça, parce que le fait d'acheter bio fait qu'il y a toute une filière en fait extrêmement vivace qui peut justement non seulement perdurer mais se développer, alors qu'à l'inverse, il y a une baisse en fait, ça a énormément monté d'après ce que j'en ai compris pendant le Covid, puis juste après il y a une baisse et il y a des agriculteurs bio qui se sont retrouvés dans une situation vraiment extrêmement désespérante.
à tel point qu'il y a je crois qu'on en parle dans le livre, il y a même des gens qui sont revenus en arrière, c'est-à-dire qui avaient fait des gros investissements en bio et qui ont été obligés de repartir de l'autre côté parce que tout simplement, ils allaient couler, quoi. Donc le fait, rien que d'acheter bio, ça a l'air idiot, mais ça permet en fait d'embrayer sur une autre dynamique. Puis après, écoutez, moi je ne vais pas prêcher dans ma chapelle, moi ça fait presque 40 ans que je ne mange pas de viande. Bon, c'est assez... Qu'est-ce qui a motivé le choix? J'en sais absolument rien. Alors je crois que le premier choix, c'est que la viande qu'on achetait à Paris, elle moussait dans ma poêle. Et alors qu'elle ne moussait pas, justement, quand je venais en Irlande et j'achetais du bloc de Chalosse. Ça faisait une espèce de mousse horrible. Donc je sais pas, ça fait un espèce de blocage. Et après, moi je ne suis pas politisé. Franchement, j'ai beaucoup de mal à adhérer à un truc. Je pense que ça a été aussi un choix politique, parce que j'avais lu que le fait de ne pas manger de viande, quand même, c'était entre l'eau que ça consomme, enfin, il y a tout un circuit. Donc, rien que... Et à l'époque, j'étais vraiment un paria, hein, c'est-à-dire que quand je disais que je ne mangeais pas de viande, tout le monde, j'étais obligé de dire que je faisais ramadan, je ne sais pas quoi. Il fallait que je trouve des excuses. Bon, maintenant, c'est un petit peu plus passé dans les mœurs. Mais écoutez, moi, mon maigre niveau, j'essaye de pas effectivement de me déplacer en vélo, de faire des choses comme ça. Je pense qu'à part ça, mais je pense que la solution pour moi, c'est aussi de manifester, tu parlais d'éthique de vie, mais je pense que si tout le monde, il y a ne serait-ce qu'une prise de conscience collective, je pense qu'aujourd'hui on est dans le déni. Et je pense c'est difficile de ne pas l'être, encore une fois, parce qu'il n'y a pas d'effet immédiat de nos actions. S'il y avait une prise de conscience collective, je pense que ça rejaillirait, parce qu'on parlait de l'efficacité, mais en fait non, c'est pas une question d'efficacité, c'est une question de productivité, de rentabilité. C'est qu'aujourd'hui, je veux dire, on est quand même dans un monde qui est dominé par des actionnaires, il faut dire ce qui est. Enfin, par exemple, dans l'édition ou dans le cinéma, ça appartient à des groupes qui appartiennent à des milliardaires. Je veux pas du tout faire mon communiste, c'est pas ça, mais c'est moi ma fait. Pas toutes les maisons d'édition, monsieur. En fait, si, je veux dire, quand on regarde toutes les maisons d'édition, vous achetez Challenge, je suis désolé de le dire, vous achetez Challenge. Actes Sud appartient à une famille. Ouais, mais Actes Sud, c'est distribué par qui? Allez, on va d'accord. Donc, mais bon. Si tu veux, et donc, non, mais je veux dire, on est quand même dans un système qui est dans un système capitaliste. Encore une fois, avec ses avantages et ses inconvénients. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que tout demande pas une efficacité, une rentabilité à très court terme. C'est-à-dire que, par exemple, pour parler de l'édition que je connais, c'est qu'aujourd'hui, on regarde, avant quand on faisait, ou les maisons de disques, c'est pareil, j'ai discuté avec un gars d'Universal, il me disait aujourd'hui, on peut difficilement faire émerger un groupe parce qu'en fait, on regarde le bilan annuel. Donc le bilan annuel, si on a fini un avaloir au mois de novembre et que le gars il dit, il n'est pas rentable encore. Un avaloir, c'est ce qu'on donne en amont de la publication et qui, au mieux, se rentabilise avec les ventes. Donc tout ça, en fait, crée une dynamique, c'est vraiment une dynamique, c'est même pas du court terme, c'est du très très court terme. Donc le très très court terme, si on veut une rentabilité tout de suite, évidemment, on peut se préoccuper de ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans, voire dans 50 ans. Donc en fait, c'est comme ça que les politiques fonctionnent aussi. C'est aussi comme ça que les politiques fonctionnent. Donc s'il y avait une prise de conscience vraiment collective, je pense que peut-être que ça... je pense que pour moi, c'est plus... le premier truc, il y a un changement de paradigme dans son appréhension des choses. Oui, mademoiselle? Non, moi, je voulais revenir à cette histoire Je voulais revenir à cette histoire de cycle court parce qu'il y a des territoires où c'est pas possible. Moi, par exemple, j'ai des amis napolitains qui m'expliquent que qui ont un peu de moyens, donc les gens qui ont un peu de moyens à Naples vont se nourrir chez Carrefour. Ouais. Parce que toute la baie, a tellement pollué que tous les fruits et légumes qui viennent de ces circuits courts sont empoisonnés. Donc c'est vrai qu'on parle de nous, parce que nous, on peut aller à la ferme de la Nesse, voilà, ça va bien, mais il faut savoir qu'il y a des territoires où c'est quasi impossible. C'est-à-dire que de tout ramener à la responsabilité individuelle, je pense qu'on peut, évidemment, avec des petits gestes, etc., mais qu'il y a un stade de plus où il y a quand même beaucoup plus inquiétant. Alors, il y a, alors évidemment, c'est illusoire d'amener ça en France, mais il y a toute une région de l'Inde, l'Andhra Pradesh, qui était dans un état agricole catastrophique, avec des agriculteurs qui prenaient des pesticides pour se flinguer. Ils ont essayé d'avoir une approche très très systémique, en s'appuyant aussi sur une forme de nationalisme indien, en flattant ce nationalisme-là, en disant on va refaire des productions locales, etc. Mais
Donc il y avait le désir de dépolluer les sols, d'avoir une approche bio, mais aussi de freiner l'exode rural, voire de l'arrêter complètement. Avoir quelque chose qui est assez macro, parce que cette région, c'est 50 millions d'habitants. Et ça a été très efficace, en tout cas dans le court terme. Là, ils ont réussi à améliorer les sols, améliorer les revenus des agriculteurs, et freiner l'exode rural. Donc avec une approche vraiment très 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 globale. Est-ce que c'est possible de faire ça en France avec déjà une population agricole qui s'est effondrée? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a bon, je ne sais pas si ça donne de l'espoir, mais une approche macro peut être aussi envisageable. À mon avis, c'est l'expression. Oui, elle est là la solution. Oui. Non, mais il y a plusieurs approches. Je pense que ce que tu dis, c'est que certes, la responsabilité individuelle n'est pas la seule. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la prendre, cette Oui, non, mais on peut responsabilité-là. avoir des comportements vertueux, Oui. tu vois, mais si après ça ne suit pas. Oui, non, mais après, la vraie question, c'est au niveau politique, c'est au niveau européen. On n'a pas parlé de la politique agricole commune qui, aujourd'hui, sans cette politique-là, l'agriculture française, ce serait quand même très difficile. On est quand même le premier pays qui en bénéficie. Et donc voilà, donc c'est beaucoup plus large, je dirais. Mais c'est vrai que si nous, à notre échelle, déjà, on ne se questionne pas et on n'a pas une vision plus globale, je dirais, des enjeux, plutôt que de ne pas se poser la question, mais de continuer à s'alimenter sans réfléchir à ce qui se passe derrière. Parce que la détresse, on n'a pas parlé de la détresse agricole, mais je pense qu'aujourd'hui, le monde agricole, donc en 2 mots, c'est 350 000 agriculteurs en France. On estime que d'ici 5 à 10 ans, on va en perdre entre 100 et 150 000. Donc se pose beaucoup la question du renouvellement génération, mais se pose la question aussi de ces terres agricoles qui aujourd'hui nous nourrissent en partie, parce qu'on est quand même très dépendant des importations agricoles. Que vont-elles devenir? Est-ce qu'elles vont aller à l'agrandissement déjà de grandes propriétés qui font des céréales qui sont elles-mêmes exportées? Est-ce qu'elles vont au contraire permettre... C'est ce que la PAC, entre autres, oui. Est-ce qu'elles vont permettre à des non-issus du milieu agricole, qui sont aujourd'hui 2 tiers des installés en agriculture, qui s'installent en collectif, parce que les jeunes ne s'installent pas comme les générations d'avant? Ben voilà, il y a plein de questions qui se posent, et donc c'est un sujet sociétal, c'est notre sujet, c'est notre préoccupation, c'est nos enfants, nos petits-enfants, comme tu le disais très justement. C'est comment est-ce qu'on va se nourrir demain, quel paysage on veut avoir, quels enjeux autour des communs, que sont l'eau, que sont l'air. Ben voilà, toutes ces questions-là sont des questions auxquelles on vote et il y a des politiques, mais elles sont aussi des questions sur lesquelles il faut qu'on continue à se documenter et à échanger. Je pense qu'il ne faut pas qu'on lâche la rampe. C'est pas l'affaire des autres, c'est notre affaire au quotidien. J'ai l'impression qu'il y a une communication justement des gens concernés, des militants qui vont beaucoup sur le micro, quoi, sur l'individu. Oui. Et en réalité, qui n'élargissent pas vraiment les choses à des choses beaucoup plus concrètes et qui se racontent. Je propose qu'on laisse nos... Alors, non, moi, ce que ça m'inspire, mais Alex sera en désaccord là-dessus. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait quand même un virage sur l'artificialisation des sols, pardonnez-moi. Des tas de choses qui étaient évoquées quand même dans le débat public il y a quelques années. Puis, bon, désolé de mettre ça sur le tapis, tout d'un coup l'IA arrive. Alors là, hop, amnésie totale, on met des millions dans des choses qui sont uniquement de l'ordre de la productivité, pour que des gens gagnent du temps et gagnent de l'argent. On se dit, si ça avait été orienté, tout cet argent-là, alors c'est lié aussi à des pays qui sont en concurrence, qui sont dans des guerres économiques. On comprend pourquoi ça se met en place, mais c'est assez... c'est démoralisant quand même quand on pense aux conséquences écologiques de cela et que les mêmes sommes orientées vers la santé de la Terre, pour reprendre le titre de Wendell Berry, auraient été plus pertinentes. Donc, et tout ça pour revenir sur l'idée qu'on est aussi, c'est pas que le monde agricole, c'est toute notre société dans son ensemble aussi qui est dans cette direction, cette fuite à l'avant. Désolé, les politiques n'abordent pas du tout la question de l'agriculture et du choix d'agriculture que l'on souhaite. On ferme le robinet là, des agriculteurs. Surtout dans un changement de modèle au niveau de l'agriculture. Excusez-moi, on revenir en arrière. Quand vous avez parlé là, de l'approche globale systémique de l'Inde, oui, qui avait finalement réussi à changer quelque chose dans ce système, qu'est-ce que c'est concrètement ce qu'ils ont mis en place? Alors, ce qu'ils ont mis en place, je ne suis pas extrêmement compétent, mais dans l'article, il y a un article du CNRS que vous pouvez trouver en ligne qui parle de ça.
ils ont mis en place, d'abord il y avait beaucoup d'agriculteurs, c'est-à-dire que les campagnes étaient habitées, donc c'est plus facile de s'appuyer sur une population agricole déjà existante. Ils ont fait des choses de bon sens en fait, ils ont fait des productions plus saines, type bio, mais pas uniquement en isolant la qualité des produits, en disant voilà, on veut du bio, d'accord, mais avec des agriculteurs. Ils ont fait des réunions aussi avec tous les acteurs économiques des régions pour dire ok, bon voilà, on va prendre tel débouché. En fait, ils ont sécurisé les débouchés, ils ont fait de la concertation aussi beaucoup ils se sont appuyés sur les femmes, sur l'activité économique des femmes dans le monde agricole. Et puis ils ont réuni tous les acteurs. Je pense que là où ils ont été habiles, c'est qu'ils ont flatté un peu la tradition indienne. En disant voilà, ça c'est pas ce qui est parfois un problème de l'écologie aujourd'hui, c'est que on dit voilà, ça c'est en vous, c'est chez vous, on va faire comme ça, comme vous savez faire, et avec les acteurs locaux, etc. Mais sur une région assez vaste, avec des comités. Le résultat est assez bon à très court terme. Après, voilà, est-ce que ça va se durer, se répandre sur le pays entier Et ça, c'était vous parliez du plan Marshall, mais l'industrialisation de l'agriculture en Inde avait été accélérée en fait par les États-Unis, qui ne voulaient pas que les Indiens dépendent des grands pays, des grandes puissances autour. Donc ils les ont fournis, financés énormément en intrants, enfin en chimie et tout ça, de façon à ce que l'Inde ne se tourne pas vers des partenaires qui soient plus menaçants pour les États-Unis. Voilà. En France, je crois que, pour les connaître un peu, les acteurs économiques du monde agricole se méfient des systèmes alternatifs. Ils manquent de choix, parce qu'ils connaissent les politiques et tout ça. Mais je voudrais juste, dans le livre, il y a une personne qu'on a interviewée qui est dans le Pays Basque et qui développe une initiative assez intéressante, c'est expliqué en détail dans la BD, où il est en train de monter un projet où il va proposer en fait, aux entreprises, avec l'histoire de la taxe carbone, en fait, de pouvoir réinvestir dans l'agriculture bio, et lui il essaye de s'appuyer sur des leviers qui sont vraiment des leviers économiques, et donc de les intégrer dans une démarche justement pour essayer de changer et des modèles et des paradigmes de l'agriculture. Je ne sais pas s'il est en train d'y parvenir, mais c'est un gars très sympa qui a repris justement l'exploitation agricole familiale et qui a un modèle a priori qui a l'air viable et avec des choses tout à fait vertueuses. Pardon, le Pays Basque justement réussi, parce que je crois qu'il y a une forme de communautarisme d'identité forte. Il y a cette expérience, il y a aussi l'expérience du maïs grand vu qui a été ressuscité. Et en fait, c'est parce aussi qu'il y a une fierté du pays que ça marche. Et le politique est aussi intervenu, puisque la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne avait monté dans le politique à agi pour permettre aussi à tous les agriculteurs de basculer. Et le Pays Basque, je pense, est justement un exemple à suivre. Alors, si vous lisez un livre qui s'appelle Paysans et citoyens sur les 20 ans de Terre de Guerre, qui est sorti chez Actes Sud en 2023, il y a tout un chapitre d'une trentaine de pages où il y a une chambre d'agriculture basque qui a été créée par des paysans basques, et donc pas une chambre d'agriculture étatique. Et c'est à travers cette initiative-là qu'ils ont pu justement fédérer et continuer à développer une agriculture locale, territoriale et bio. Et dans le collectivisme. Et dans certains outils de production. Oui, de mutualisation. Et je voulais témoigner d'un autre exemple pour citer des initiatives qui ne sont pas que individuelles mais collectives. Si on prend le département de la Dordogne, en Dordogne, tous les collèges ont une cantine bio. C'est le choix du président de Dordogne, et donc avec un approvisionnement local au maximum, et sinon dans les départements à côté. Il y a un très bon livre qui est sorti avec Des pieds dans le plat qui vraiment témoigne de ça. Donc tout ça pour dire que quand il y a une volonté politique, on peut arriver de toute manière à... Puisqu'en fait les cantines, c'est quand même aujourd'hui aussi un débouché assez important pour les paysans. Et c'est une très bonne initiative de parler des cantines, parce que justement il y a un chapitre là-dessus. Et c'est pas du tout pour parler de mon expérience de grand-père, mais ça me terrifie parce que mes deux petites filles à l'école où elles vont, mais enfin en banlieue parisienne, c'est une catastrophe. Et là, il y a justement cette initiative, je ne sais plus dans quelle ville, enfin c'est un des chapitres du livre, où il y a plein de villes, il y a Millau, il y a plein de villes où il y a des sites. Le maire a créé un jardin. Ça s'appelle Mansartou, et c'est une régie agricole qui a été créée il y a des années.
Donc Montsartou, c'est un petit village qui est derrière Nice, où il y a un très bon festival du livre écolo au mois d'octobre, si vous êtes dans le coin. Et en effet, ils ont une régie agricole où ils nourrissent à la fois les enfants de la cantine, mais aussi les personnes âgées avec le CCAS qui distribue les repas. Et ça, c'est extrêmement formateur parce que des enfants, il y a des enfants interviewés, je veux dire, qui ont été nourris, là, pour le coup, à la fois psychologiquement et intellectuellement, mais aussi concrètement avec des produits bio. Ils vont dans les jardins, enfin, il y a tout un... Toute une sensibilisation. Et je pense qu'évidemment, après, on n'évolue pas de la même façon. C'est des choses qui vont... Par exemple, plutôt que de donner des pommes, on coupe les pommes en 4 et l'enfant se sert. Et donc, plutôt que de faire des déchets, enfin voilà, et puis en effet, on les amène dans les jardins, on leur explique pourquoi on ne met pas d'intrants, pourquoi on associe des lentilles avec le riz, etc., etc. Et donc ça, là, pour le coup, en termes de gestes micro, c'est des trucs sur lesquels on peut faire pression, parce que si tous les parents d'élèves disent « bah non, c'est plus possible de filer ce truc dégueulasse à midi », là, on pourrait vraiment avoir une action... je pousse d'ailleurs mon fils à le faire, et c'est pas si évident, parce qu'il essaye depuis plusieurs années, parce qu'il est délégué de parents d'élèves, mais c'est quand même comment dire, une action là, très concrète, et je pense qu'il serait assez comment dire, profitable là, vraiment sur le court terme. Parce qu'en 2 générations, il faut changer les choses. Pour aider ton fils, il y a une asso qui a été créée il y a plusieurs années déjà, du bio dans les cantines, où justement tous les parents d'élèves travaillent sur les cahiers des charges et sur comment arriver à convaincre. Parce qu'en fait, l'expérience de la Dordogne, le président de la Dordogne, ça ne s'est pas fait comme ça. Il est allé rencontrer les directeurs d'établissement, il a rencontré les parents d'élèves, il a rencontré ceux qui gèrent les cantines, parce qu'à un moment donné, c'est tous ces acteurs-là qu'il faut mettre autour de la table pour arriver à s'entendre et à se dire c'est ce vers quoi on veut aller. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais en tout cas, sur une durée assez courte quand même, on peut arriver à faire tout ça. Jean, est-ce qu'il y a plein de choses très belles que tu dis dans ton livre. On n'a pas beaucoup parlé, il y a quelque chose de très beau, mais je pense que Vincent a pu lui parler aussi. Il y a tout ce retour du travail manuel qui, pour moi, est extrêmement important parce que je trouve qu'on est tellement ailleurs que dans nos mains. Toi, reconstruire, retaper, et je pense que Vincent, tu retapes aussi ta maison, non Non, mais à son rythme. Moi, je suis plus chef de chantier, en fait. Ah non, mais je croyais que tu avais un lien avec le bois et qu'à un moment donné dans ta vie... C'est pour ça que je suis un excellent chef de chantier, j'ai démarré dans le bâtiment. Il me semblait bien que j'avais lu qu'il y avait un truc de menuiserie qui vous reliait tous les deux. Non, j'ai vraiment fait dans le bâtiment, j'ai vraiment été à 14 ans, mais ça m'a donné une vision plus globale, en fait. Tu t'es détaché des travaux manuels? Non, je ne m'en suis pas détaché, je les gère très bien. Et je veux dire un truc, c'est ta BD, vraiment, moi j'ai beaucoup aimé, je vous conseille de lire cette BD, c'est vraiment formidable. Et c'est vraiment une... Il faut s'approcher Vincent du micro. C'est vraiment une publicité pour la vie, je pense que beaucoup de gens rêveraient d'avoir. Parce que il y a une espèce de proximité avec la nature, il n'y a pas qu'avec le fait du travail manuel, je trouve qu'il y a une... en fait, on a basculé à peu près au début du XXe siècle sur justement ce rapport à notre écosystème proche, où on était vraiment en relation très proche avec la nature, avec effectivement une sociabilité différente. Et ça, je trouve que tu l'as très très bien mis de manière très poétique en perspective, et que c'est vraiment une bande dessinée très inspirante en termes d'éthique de vie, justement. Hein, c'est pas du tout par flagornerie, ça m'a beaucoup touché. Tu vas être obligé de dire quelque chose sur le paradoxe de l'abondance, je suis désolée. Je n'attends aucun retour sur l'investissement, soyons clairs. Hein. C'est un sens unique. C'est parce qu'on fait 2 bandes dessinées documentaires différentes. La tienne est dans l'information, des choses complètes, concrètes. Moi, j'essaye de faire des choses plus obliques et même plus gratuites. Je pense que les choses sont reliées entre elles dans les petits chapitres que j'ai faits pour exprimer ce que c'est qu'un foyer, et que l'aimer, et que le préserver. Et par le travail en commun, évidemment, quand il n'est pas aboutissant, assourdissant, le fait de faire des choses ensemble est une des grandes joies de la vie. Or, on s'en éloigne, voilà, pour des tas de raisons aussi, la modernité tourne le dos à ça, avec un désir de confort, d'économie des gestes, sans bien saisir là aussi ce qu'on peut perdre en s'éloignant de la dimension physique de la vie. Donc j'essaye de raconter ça de façon très, très concrète. Hein. Mais et de la transmission aussi, de père à fils ou de frère à... Oui, bien sûr, ce qui était
les vertus aussi du monde ouvrier, du monde paysan, un certain sens de la transmission, du sacré, de la pudeur aussi. J'essaie de montrer que tout ça, ça vit encore un peu, et que les choses sont mêlées aussi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des agriculteurs conventionnels, mais qui sont des pros du low-tech, capables de bricoler et d'être inouïs dans le travail qu'ils peuvent faire de leurs mains. Vous avez des agriculteurs bio de mes voisins qui sont bio, mais bon, comme les fins de mois sont difficiles, hop, ils font 3 mois à la coopérative pour avoir un petit salaire. Donc les choses sont toujours un peu hybrides aussi. Les gens se débrouillent, combinent pour survivre et pour aussi maintenir une forme de vie. C'est ça, c'est une forme de vie qui a ses vertus, et que la ruralité a ses vertus. Par exemple, les sénateurs, qui ne sont pas les plus révolutionnaires de nos hommes politiques, ils ont fait un rapport il n'y a pas très longtemps, où ils parlent de la robustesse à laquelle on a renoncé en allant vers le rendement. Et on a trop favorisé le rendement et pas assez la robustesse. Et ils ont fait un rapport qui est ce qu'il est, où ils parlent d'un nécessaire retour à la robustesse, et en s'appuyant éventuellement sur la ruralité. Ils ont eu Olivier Avant, je pense. Peut-être, oui, si, je crois qu'ils ont mentionné ça. Olivier Avant, c'est le gourou de la robustesse. Merci beaucoup à tous les deux. Peut-être qu'il y a des questions, des commentaires. Je vois que la salle est déjà très active. Alors, je vais venir avec le micro parce qu'on m'a demandé de faire. On n'a pas du tout parlé du rôle de modèle de la FNSEA. Justement, dans le documentaire dont vous parlez, qui est passé sur Arte il y a une dizaine de jours, ce documentaire montre bien que la FNSEA verrouille toutes les institutions agricoles, qui sont d'agriculture et d'agricoles, et qui ne sont pas en faveur de l'agriculture paysanne, mais vraiment de l'agriculture intensive. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc la FNSEA est un syndicat agricole majoritaire dans ce pays, justement la coordination rurale. Ils ont bien gardé un maximum de champs d'agriculture un peu partout, sauf en Ardèche, où c'est la Confédération paysanne. La FNSEA. Qu'est-ce que j'en pense? Franchement, pas grand-chose, si ce n'est ce que vous avez dit, comment dire, qu'on lit dans la presse. J'ai pas vraiment d'avis d'expertise là-dessus pour ou contre la FNSEA. Je pense que la FNSEA représente en fait un tissu agricole qui est relativement majoritaire, qui est le tissu des agriculteurs qui essayent d'être rentables, donc avec tout ce que ça... mais là, je me garderais bien vraiment d'avoir un avis intéressant là-dessus, parce que je pense que je n'en ai pas. Ah. Non, mais la FNSEA, bien sûr, ne croit pas à des modèles alternatifs. Donc de bonne foi, de mauvaise foi, je ne sais pas, mais ils n'y croient pas, ils disent voilà, il n'y a pas de marché, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Certaines raisons les poussent à croire cela. Comment ça peut bouger? Moi, ce qui me gêne parfois, c'est que, vous savez, dans la politique américaine, autrefois, la droite était écolo. Avant Nixon, la droite était préoccupée des questions de conservation. Et puis comme la gauche, les démocrates ont une culture d'opposition qui est plus forte, ils se sont emparés de ces questions-là. Et donc la droite a dit, ben non, on n'est plus écolo, puisque c'est la gauche qui est. Donc vous avez ce genre de phénomènes qui sont très très nuisibles et très dommageables pour la décision économique. Et je crois que c'est quelque chose de cet ordre-là qui s'est passé aussi. En fait. Moi, je vais ajouter un petit... Oui, c'est pas grave, on continue. On a beaucoup parlé du travail des mains et de la tradition. Et étymologiquement, le mot tradition, c'est passer de main en main. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas poser. Voilà. Merci, c'est C'était la minute aussi. Super. Je l'ignorais, c'est très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou envie de questions, de prise de parole? Avant qu'on rende tous les BD. Alors, j'ai entendu parler de projets politiques, peut-être, mais de certains partis qui parlent de sécurité sociale alimentaire. De l'alimentation. De l'alimentation. Donc ça, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Je fais partie du comité de la Fondation de France sur transition écologique juste et solidaire, et depuis 6 ans, on soutient des projets d'initiative de sécurité sociale de l'alimentation.
surtout porté, donc il y a plusieurs villes en France, il y a à peu près 80 initiatives, il y a une étude qui a été faite récemment, que vous pouvez consulter sur Internet, financée par l'ADEME, Carasso, Fondation de France. L'idée, en fait, comme quand la sécurité sociale a été créée en 1947, l'idée c'est vraiment de faire en sorte qu'une des branches de la sécurité sociale soit destinée à l'alimentation. Et donc on est, par exemple, 100 € par personne adulte d'un foyer, et puis X euros s'il y a des enfants, pour aller acheter son alimentation dans des endroits qui sont plutôt des circuits courts, plutôt une alimentation santé, pour éviter que la sécurité sociale soit déficitaire. Et l'idée de départ, et notamment la caisse de Montpellier, c'est vraiment collectivement, quelle que soit la classe sociale, le métier, le revenu, etc., c'est vraiment de prendre ce temps de décider collectivement de quelle alimentation on souhaite, de où est-ce qu'on souhaite l'acheter. Donc il y a toute une partie, un peu comme la Convention citoyenne pour le climat, où il y a toute une partie où des experts vont venir expliquer, démontrer les enjeux, expliquer comment le monde agricole... Parce que le lien aussi, c'est de faire un lien très étroit entre le monde agricole et nous, les consommateurs, voilà, pour comprendre les enjeux et pour être aussi consciente de ce que ça veut dire nos choix. Voilà, donc vous avez des initiatives à Toulouse, à Lyon, donc beaucoup aussi avec des structures type Secours catholique, hein, puisqu'en fait l'idée aussi c'est qu'en France on a quand même 12 millions de personnes qui vont à l'aide alimentaire, et donc comment est-ce qu'on fait pour que l'aide alimentaire, qui est principalement approvisionnée aussi par des supermarchés qui défiscalisent, et donc on donne quand même de la merde à manger à des gens qui déjà ont peut-être pas la santé idéale. Donc voilà, donc il y a toute une réflexion. Et puis c'est aussi dans les milieux ruraux, par exemple à Cadenet, à côté d'Avignon, c'est une des premières initiatives de sécurité sociale de l'alimentation. Alors ensuite, suivant là où on est, suivant la couleur sociale et politique, ça va plus d'un côté ou plus de l'autre. C'est-à-dire que ça peut être encore plus socialement intégrant ou moins, mais en tout cas, voilà. Et donc toutes ces initiatives, pourquoi on a financé cette étude, c'est qu'il y en a tellement partout et qu'elles ont besoin d'être aidées. Donc par exemple, à Montpellier, la métropole aidait, la Fondation de France aidait, et qu'à un moment donné, pour que ça devienne quelque chose qui soit possible, qui soit entendable, et qu'avec nos revenus, on cotise finalement pour que tout le monde en France puisse avoir accès à une alimentation saine, de qualité, et ben voilà, il y a plein de couleurs différentes. Donc regardez, il y a plein de choses, il y a des livres qui sont sortis aussi dessus, il y a un très bon livre à la Fabrique qui est sorti aussi là-dessus. Je crois qu'il y a un monsieur qui veut poser une question. Non, je voulais juste... on a beaucoup évoqué toutes les questions politiques, sociales, mais il y a une dimension dont on n'a pas parlé qui est importante dans le livre de Jean, c'est la contemplation de la nature. Un des grands enjeux du changement, c'est l'amnésie environnementale. C'est-à-dire que la situation dégradée telle qu'on la connaît, ça nous semble normal parce que c'est celle qu'on a vécue. On ne connaît pas la nature telle qu'elle était il y a 100 ans. Et le fait je pense, de profiter, nous on a de la chance de vivre dans une région où on a encore pas mal de nature, et le fait d'en profiter et de l'absorber, c'est aussi un moyen justement d'aller vers de contrecarrer cette difficulté à avoir des effets à long terme, de prendre des décisions où on se dit ça ne sert pas à grand chose. Parce que en ayant ce lien, on est aussi plus motivé finalement à agir. Et c'était important dans le livre de Jean parce qu'il y a le travail, il y a la vie, et il y a le moment où on s'arrête et on regarde. Ouais, je pense que c'est très, très important. Effectivement, cette relation, je pense qu'on a perdu au moment de la mécanisation. Elle est primordiale, mais c'est un peu une équation très difficile parce que dès qu'on est en milieu urbain, en fait, on perd ça, en fait, tout notre corps, en fait. Là, dans le prochain livre qu'on fait avec Hugo, là, c'est sur les forêts. Donc, on parle aussi des bains de forêt, tout ça. Et là pour le coup, c'est très documenté scientifiquement
quand vous allez en fait dans un espace naturel, en fait votre corps va vibrer différemment. Et tout ça en fait va induire aussi une relation au monde complètement différente. Et c'est ça qui est très réussi justement dans ta BD, c'est qu'on ressent ça. Si tout le monde était dans cette, cette connexion-là, je pense que les choses changeraient naturellement. Le problème, c'est qu'avec une urbanisation qui est galopante, et des gens qui habitent maintenant dans des agglomérations urbaines, quand vous vivez à Paris, tous les gens qui... Moi, je passe mon temps entre Paris et ici. Je veux dire, quand les portes du TGV s'ouvrent à Montparnasse, mon corps n'est plus le même. Enfin, ça change, même d'un point de vue vibratoire, c'est un fait. Quoi. Et ça, c'est... Je vois pas trop ce qu'on peut y faire. Quoi. Si ce n'est aller se promener, effectivement, et se reconnecter avec la nature. C'est plus belle que j'ai vu. Il y a la LGV qui arrive. Mademoiselle, alors, moi, je travaille à Rion-de-Lande et au collège. Et là, on a justement, pour continuer, on a des enfants qui sont nés là, qui grandissent là, et qui ont une vision sur leur environnement qui même les pousse à rester dans leur orientation. Il y a quand même un grand succès du lycée agricole de Wareleuil, de Sabre pour la forêt. Et ces enfants ont vraiment un attachement particulier à la terre, sont fiers de reprendre quand ils peuvent le travail des parents, du père, l'exploitation familiale. Et donc là, en fait, quand on est baigné de cet environnement, moi qui vis ici et qui les côtoie, ces jeunes, c'est vrai que quand on nous parle des petits parisiens ou des gens qui sont dans l'urbanité, c'est loin pour eux. C'est loin. Et quand on leur met dans les mains des livres comme ceux qui parlent de la terre, etc., ils s'y retrouvent. Et là, on se dit, ils ont parfois un discours qui est pas très évolué. Je crois que tout ce qui est politique agricole, au collège, ils n'ont pas encore. Voilà. Mais par rapport à ça, ils ont un attachement et une volonté de dire chez nous, on est comme ça, on est bien, on a ça, et on ne connaît peut-être pas très bien ailleurs, mais on sait qu'on porte quelque chose. Et ça, c'est important. Un premier levier sur lequel on peut s'appuyer. Il n'y a pas si longtemps, les profs étaient obsédés de mobilité. La mobilité était tellement valorisée qu'il fallait que, moi je me rappelle, dans les Landes, on voyait des profs qui disaient « Ah mais non, mais c'est nul, ils ne veulent pas quitter le département. Ils sont capables de quitter le département. » Comme si c'était un défaut et on peut le voir très différemment. Et peut-être qu'aujourd'hui ça change un peu. Oui, ça change. Ça change parce qu'aujourd'hui il y a une notion qui visiblement prend un petit peu d'ampleur et qui est une notion un peu contre-intuitive par rapport à la société telle qu'elle se développe, parce que quand on regarde l'histoire, on va toujours en avant, on va toujours plus loin, on va toujours... Et on oppose la décroissance qui fait peur à tout le monde. Et il y a sans doute un troisième voie entre la décroissance et une espèce de croissance infinie, qui est la sobriété heureuse, et peut-être, et sans doute peut-être une forme de localisme. Alors évidemment, ça ne fait pas rêver beaucoup de gens, mais en même temps, on voit que ce qui est un vrai sujet de prédation générale, c'est précisément la mondialisation et les flux. C'est ces flux. Contrôler. Non, mais, bon, voilà, donc c'est difficile d'avoir ce discours, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que c'est un discours qui semble un peu réactionnaire et conservateur. Mais quand on veut protéger la nature et le cadre de vie, je pense que l'écologie, elle n'est ni réactionnaire ni conservatrice, elle est ce qu'elle est. Moi j'ai travaillé dans une ONG en Afrique qui s'appelle la Kalahari Conservation Society. Il y a des choses, comme dit un ami, la biodiversité c'était mieux avant. Donc il y a des choses qui sont dignes d'être conservées. C'est Camus, je crois, dans son discours du prix Nobel, il dit les générations voulaient refaire le monde, maintenant ce qui importe à la nôtre, c'est faire en sorte qu'il ne se défasse pas. Et ça nous, les interventions précédentes nous font passer à ce qui a été dit sur la contemplation. Il faut aussi sortir d'une forme d'utilitarisme et être capable d'aimer pour comprendre ce qu'il y a autour de nous. Merci Jean, on terminera là-dessus. Merci beaucoup Vincent, merci Jean d'avoir partagé ce moment avec nous.